C'est un peu connu, Maurice. Toi et moi, on est issus du monde de l'agilité. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Absolument. Et on a été tous les deux Scrum Master, coach agile, gestionnaire dans un contexte d'agilité. Et pas mal tout ce qu'on apporte aujourd'hui est 100% compatible avec l'agilité. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas à propos de nous autres. Au contraire, on va recevoir un coach agile, pirate à ses airs, pour parler du présent puis de l'avenir de l'agilité. Oui, on le sait, c'était censé être notre dernier épisode sur l'agile, le dernier qu'on a fait, mais que vous voulez, ça a l'air qu'on a des fans qui n'arrêtent pas d'en demander plus. On va regarder Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Maurice et Olivier sont deux pirates barbus qui se sont rencontrés, entre autres, grâce à l'agilité, qui baignent pas mal tous les jours dedans, qu'ils le veuillent ou non. Et ils diront bien ce qu'ils veulent, ça fait partie de leur quotidien. Ils ont beau répéter que c'est le dernier épisode qu'ils font sur le sujet, clairement, ils sont pas plus crédibles que Dominique Michel avec son dernier bye-bye. Je la trouve bonne, celle-là, Maurice. Je suis content que tu trouves tes jokes drôles. Ben, il faut bien. Un moment donné, je m'enregistre pas pour rien. Aujourd'hui, les pirates, on reçoit un pirate pour vrai, un vrai pirate, parce que vous allez le voir, il est déguisé en pirate comme nous autres, il s'appelle Nicolas Quévillon et c'est un coach agile. Quoi? Lui, il est déguisé ou nous autres, on est déguisés? Lui est déguisé, nous autres, on est de même dans la vraie vie. Ouais. Salut, Nicolas. Salut, ben moi aussi, je suis pas déguisé. C'est mon accoutrement. C'est ça, tu t'es levé puis t'étais de même. C'est ça, moi je me suis levé puis c'est ça. T-shirt Star Wars en dessous, par-dessus, redingote piratesque. J'essayais de convaincre Maurice et Olivier que j'avais vraiment ce linge-là avant de les connaître, mais ça fait pas très crédible. Bon, c'est pas grave. J'apprécie toutes tes frasques, tout ton linge aujourd'hui. J'apprécie aussi merci. tes fresques. Raconte un petit peu d'où tu viens, où tu vas, hein, parce que si les gens nous connaissent, ils ne connaissent pas nécessairement toi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu autodidacte dans la vie. J'ai travaillé pour une compagnie manufacturière pendant 7 ans, qui est une compagnie qui appartenait à ma famille. Je dis appartenait parce qu'elle a coulé par le fond. Et ce n'est pas moi qui l'a saboté tant que ça, le navire. Là. On a tous fait ça tout en gang. Okay. Étais-tu agile? Donc, non, vraiment, vraiment pas. Par contre, ça a été très intéressant de voir c'est plus la partie lean puis manufacturière qui m'a comme... J'avais déjà un framework dans ma tête. Je voyais beaucoup les chaînes de production, des choses comme ça. Puis qu'est-ce qui marchait pas dans les business? Mais à l'époque, j'avais pas les connaissances pour l'articuler. J'ai fait un changement de carrière éventuellement pour aller en logiciel, là, j'aimais l'informatique, puis j'étais assez surprenamment avancé pour quelqu'un qui n'avait pas fait des études poussées dans le domaine. Puis j'ai vraiment appris très, 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 très vite. Je me suis certifié sur plein d'affaires. Puis j'avais quand même pas mal de succès. Puis ça marchait bien. Fait que j'ai dit, j'aime ça, je continue. Le succès engendre la motivation, puis la motivation engendre le succès. Alors, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans le monde du développement logiciel. Parce que j'étais consultant, puis j'avais des clients qui faisaient des transformations digitales dans le temps, une transformation beaucoup plus allée vers le numérique et tout. Et puis, je trouvais pas comment ça se fait qu'il y avait des compagnies qui avaient des gros blocages d'adoption comme ça. Puis, quand j'ai découvert l'agilité, je me suis senti comme Néo dans la matrice, là. Tu sais, il branche la petite carte, puis là, lui, il est plugué, puis il est comme, maintenant, je connais le Kung Fu. Fait que tout s'est mis en place dans ma tête. J'ai compris que l'agilité, l'adaptabilité, c'est vraiment, vraiment ça qui permet d'adopter ces transformations-là. Fait que je roule ma bosse dans le domaine depuis quelques années maintenant. J'ai essayé de donner un peu des conférences, des choses comme ça, mais surtout, j'aime ça. J'aime ça, aider les business à arrêter de faire du prédictif puis à faire de l'adaptatif. Ça, c'est toute c'est comme ça que moi, je définis ça un peu, les transfos agiles. Puis ça a plein de ramifications et d'implications qui sont parfois confrontantes pour les organisations. Puis c'est à ça que je carbure, mais c'est ça aussi qui me touche de proche.
Puis je pense que c'est pour ça que vous m'avez invité, puis je suis très content. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que tu es un petit peu un YouTuber. Tu veux-tu nous en parler? Un petit peu un YouTuber? Ouais. Ben oui, dans le fond, moi, je suis un peu fan de tous ceux qui parlent de ça, ces transfos-là. En francophonie, il y a beaucoup de contenu de qualité sur l'Agile et le Scrum qui est fait par Scrum Life, que je plug ici, que vous connaissez bien. Absolument. Donc, je me sens pas honteux de le faire. Puis, ils font des très bonnes formations pour Scrum Master. Ils font du très, très bon contenu. Puis, au Québec, plus, il y a vous. Il y a GoPirate qui est beaucoup plus dans le transfert organisationnel, mais qui a clairement une âme un peu d'agile. Puis moi, dans le fond, j'ai aidé à des épisodes sur Scrum Life parce que vous devez vous en douter, je suis assez verbomoteur, puis j'aime ça jaser. Fait que je jase avec tout le monde, puis là, ils se sont dit, il y a des choses intéressantes à dire. Fait qu'ils m'ont invité pour faire un live avec eux pour Scrum Life. Vous m'avez invité parce que vous me trouvez pas trop con, j'imagine. Puis, dans le fond, moi, j'ai dans ma poche quelque chose. Si vous regardez sur LinkedIn, mon titre officiel, c'est chasseur de vampires bureaucratiques. Alors, c'est malade. Je ne dis pas coach agile. Ça, c'est un peu en brainstorm avec Olivier qu'on a eu de quoi là, de même. Là, puis là, je me suis dit, ça m'a inspiré ça. Puis, moi, je suis secrètement le chasseur de vampires agile. Alors, ça, c'est mon hobby. Je vais avoir une chaîne YouTube éventuellement qui va s'ouvrir. Je suis en train d'engranger des épisodes pour en sortir plusieurs à la fois. Puis j'ai déménagé, mes enfants ont changé de garderie, fait que je prends mon temps pour faire un bon démarrage. Alors c'est normal que si vous me googlez, vous ne le trouvez pas. Alors c'est ça. Je chasse les vampires agiles qui drainent le sang des gens et des business. parce qu'il y en a, puis je me dis peut-être que je suis fou, puis je suis le dernier de ma race de chasseurs de vampires, mais je pense que j'ai des j'ai des âmes sœurs ici. Fait que c'est une trop longue introduction, je m'excuse. Ouais, non, elle est parfaite. Écoutez, on parle pas. Là, toi, tu parlais de Scrum Life. By the way, nous, on va être invités à la formation au mois de novembre. Donc, si ça vous intéresse de devenir Scrum Master, on va être là pour brasser un petit peu la cage là-bas. Autrement, on ne fait pas cet épisode-là par hasard. Hein? Mois d'octobre, pour nous, c'est le mois des méthodologies. Je le sais qu'Agile, ce n'est pas une méthodo, c'est pas grave. OK? On a décidé d'élargir le terme. OK? Fait que c'est pour ça qu'on parle, entre autres, d'agilité. Puis, j'aimerais ça qu'on parle, en fait, surtout de qu'est-ce qu'on a envie pour l'agilité, en fait. Parce que, nous autres, on est bons pour chialer, là, mais on est un petit peu une caisse de résonance, Maurice et moi. On chiale tout le temps les mêmes choses, puis on se relance. Fait qu'on s'est dit, on va prendre quelqu'un qui comprend un petit peu comment on pense, hein? Puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Où est-ce qu'il est agile maintenant? Où est-ce que va être agile demain? Parce qu'en quelque part, tout évolue dans la vie, puis si ça n'évolue pas, ça meurt. Donc, ce serait plate qu'un concept comme l'agilité en meurt, même si, par moment, on a l'impression que c'est beaucoup d'intervenants dans le monde aiment ça creuser la tombe d'Agile. Puis, on ne parle pas en disant « Agile, c'est mort ». On parle en disant « Hey, il y a plein d'argent à faire ici. Ouais. » Il y a combien d'articles que c'est Agile, c'est mort, puis quand tu le lis, dans le fond, il fait juste dire que c'est parce qu'on est en train de le tuer, mais que si tu fais Agile comme il faut, c'est pas mort. Ouais. De toute façon, l'Agile, c'est mort. Tu as 2 articles comme ça par année. Oui, c'est par année. C'est quoi qu'on dit? C'est Agile est mort, longue vie à l'Agile? C'est ça. Ouais. Puis je veux rien enlever à votre caisse de résonance, mais je pense que ce que vous voulez dire, c'est une chambre à écho. Oui. C'est que tu cries dans la caverne, puis là, ton écho te répond. Oui. Il faut faire attention, hein, parce qu'on le voit aussi en agilité. On le voit tout. Les gens, ils crient dans la caverne, puis là, le reflet de leur voix revient. Avant qu'on parte la discussion, hein, qui va être ouverte parce qu'on a 0 point qu'on a noté, c'est important de dire que Nicolas, on ne l'a pas rencontré dans la rue errant comme ça, habillé en pirate. Non. Nicolas, c'est un de nos fans et un de nos membres aussi. Donc, ça veut dire que
Il est allé sur patreon.com/GoPirate Canada. Il contribue à notre micro-communauté. Puis comme on aime vraiment ça, mettre les gens sous le spotlight, peux-tu nous expliquer en quoi ça a changé ta vie? Ben maintenant, je me promène plus en pirate comme ça dans la rue juste le 31 octobre. C'est bon. Mais oui, ben j'ai aimé ça. Justement, j'aime beaucoup Patreon parce qu'il y a notamment aussi des épisodes exclusifs pour les membres du Patreon, pardon, qui est, je crois, une fois par mois. Oui. Puis ça donne l'occasion d'avoir une vitrine un peu plus intime pour poser des questions, pour renforcer des sujets ou même juste de vous inspirer peut-être à aller approfondir des sujets qui nous touchent. Fait que ça, c'est moi le plus gros avantage que je vois. Il y a un chat aussi exclusif pour les membres du Patreon, mais ça, j'aime pas ça autant que les épisodes live, mais ça, c'est mon choix personnel. On va t'embaucher pour faire nos pubs à partir de maintenant. C'est bon. Bon. Commençons donc par le début. OK? Où est-ce qu'Agile en est maintenant? Parce que ben, ça roule sa bosse depuis 20 ans maintenant. Un peu plus que 20 ans. Ouais. Puis, il y a eu des choses qui ont changé, puis des choses qui n'ont pas changé. C'est vrai. Maintenant, contrairement à quand moi j'ai commencé, il y a une douzaine d'années, à cette époque-là, Agile, c'était encore assez marginal. Extraterrestre même. Assez, oui. Puis, en fait, moi, ma première expérience avec l'agilité, c'est le jour où, dans l'entreprise où j'étais, un patron a lu un livre sur l'agilité, puis il nous a dit, à partir de maintenant, vous êtes agile, ceci était votre formation, go. Ça s'est-tu bien passé? Ben non, ça a été une catastrophe. Mais comme c'était un modèle qui commençait à être de plus en plus répandu partout, ben, je me suis dit, écoute, si c'est populaire, il doit y avoir une raison à ça. Puis, il serait peut-être bon de porter attention. C'est là que j'ai commencé à étudier sur l'agilité, puis j'ai trouvé ça intéressant. Un autre autodidacte. Ben oui. Ça a été le début de ma carrière en agilité. Mais il y a 12 ans. Ça fait longtemps. Depuis ce temps-là, il y a pas mal plus de joueurs sur la table. Il y a des industries incroyables qui se sont créées autour de ça. Puis je ne parle pas juste pour les consultants, mais je parle pour les certifications. Je veux dire, oui, il y a énormément d'argent qui brasse autour d'Agile. C'est une business. Mais est-ce que les entreprises sont vraiment plus agiles qu'avant? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas? Ben, je me suis posé ces mêmes questions-là. Puis, dans les dernières années, j'ai fait 3 fois des consultations dans des compagnies. Puis, j'ai fait ce qui s'appelle des gap analysis. Souvent, il y a des gens qui se demandent où est-ce qu'on en est, puis c'est quoi le chemin qui nous reste à parcourir. Déjà, ça, c'est des business avec lesquels tu veux travailler parce qu'ils s'interrogent puis ils demandent de l'aide. Ouais. Ça revient un peu à la blague que je fais qui est combien ça prend de coach pour changer une ampoule. Juste un, mais il faut que l'ampoule veuille changer. Je l'adore, ça. Alors, je le répète tout le temps. Alors, c'est un peu ça, c'est qu'il faut déjà, si tu pars avec l'idée que tu veux te poser des questions, puis tu veux t'améliorer, puis tu veux changer, puis tu veux écouter, ben ça part bien. Pas juste ça part vraiment bien. Tu veux te poser des questions, mais tu veux avoir les réponses. Parce que des fois, tu as des réponses, puis non, je les accepte pas. C'est exact. Puis, ben, dans le fond, je me suis demandé en premier là-dedans, c'est pourquoi les compagnies veulent passer à l'agile? Celles qui ne le sont pas ou celles qui disent qu'ils le sont puis qui veulent l'être plus? Je le sais. Fait que sais-tu ce que moi, je me suis fait dire le plus souvent à ce propos-là? Monde qui sort le livre de Sutherland, Twice the Work in Half the Time. Ils ont clairement pas lu le livre puis même pas lu les résumés en arrière, mais ils ont vraiment aimé le titre. Ouais. Exact. Tu me voles un de mes punchs. C'est bon, j'aime ça. Moi, je vais dire, pourquoi les entreprises veulent être agiles? Ben, c'est parce que c'est ça que les entreprises font, c'est ainsi, non? Tu me voles encore un de mes punchs. Bon, OK, ben on t'a invité pour rien. parce que j'en ai 3. Ah ben, on va te laisser le 3e. Fait que moi, dans le fond, j'avais fait une liste, puis c'était par ordre de priorité. Fait que moi, je les ai mis en ordre. Parce que j'ai les plus importants ou les plus prioritaires. Puis le plus prioritaire, c'est celui que Olivier dit. C'est qu'on n'a pas le choix. C'est la norme de l'industrie. Fait qu'on ne pourra pas attirer puis retenir du talent si on ne fait pas ça. Genre, c'est that's it, ça ne marchera pas. Parce que si tu ne fais pas de l'agile, puis là,
entendons-nous, on confond souvent Agile et Scrum. Oui. Scrum qui est une analyse d'équipe fonctionnelle, comment, grosso modo, ça marche, les équipes qui marchent très, très bien, mais ils font de quoi qui ressemble à du Scrum. Mais c'est pas, si tu fais du Scrum, ton équipe, elle devient fonctionnelle. C'est pas tout à fait ça. C'est mettre la charrue devant les bœufs. Ça pourrait, moi, j'appelle ça des fois. Scrum pourrait être les petites roues là, sur un vélo. C'est un bon début. C'est une bonne place pour commencer. Moi, je suis d'avis avec Kirievski, celui qui fait Modern Agile, que personne n'a besoin d'avoir des training wheels. Ah, tu es capable de sauter dedans direct puis de t'habituer direct parce qu'il n'y a aucun des concepts là-dedans qui sont particulièrement compliqués. Fair enough. En effet. En effet, mais c'est pas compliqué, mais c'est difficile à bien exécuter. Oui. Au moins, tu n'as pas des. Ben, tu as quelques changements de mindset, de façon de penser, mais ils ne sont pas très grands. Je veux dire, les changements de mindset qu'on amène chez nos clients ont tendance à demander beaucoup plus de déprogrammation que faire Scrum, par exemple. Ouais. En effet. Mais fait que c'est ça. Fait que pour revenir à mes genres de 3 priorités, là, dans le fond, les 3 raisons de faire une transfert agile, c'est ça. J'ai pas le choix. C'est la norme d'industrie. Puis je vais attirer du monde. Le deuxième, c'est l'efficacité. Donc, c'est ce que Maurice disait. C'est bien connu avec Scrum, on fait plus de travail avec moins. On veut diminuer nos coûts. On veut sortir plus de saucisses de la machine à saucisses, puis on veut que ça nous coûte moins cher. Puis là, ben moi, mon référent à ça, c'est tout le temps le livre de Sutherland. Ouais. Justement, tu sais, Scrum, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Mais le problème, c'est que même lui, Sutherland, quand il a écrit ce titre-là, il ne se doutait pas que ça serait aussi mal interprété. Puis ce qu'il voulait dire, c'est pas faire 2 fois le travail en moins de temps, c'est livrer 2 fois plus de valeur en moins de temps. Le concept de valeur, c'est un concept qui est absolument incompréhensible, on dirait, pour la plupart des entreprises. Tout comme le concept de story point, mais ça, on pourra en reparler si on a du temps. Ouais, on en parlera. J'ai mon opinion, moi, sur les story points. Mais j'ai des opinions sur tout. Oui. Et que je suis bon là. Moi aussi, j'en ai, fait que j'ai hâte de voir ça. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que l'efficacité. Fait que le premier, pas le choix, c'est l'âme de l'industrie. Deuxième, c'est l'efficacité. On va faire plus avec moins. Puis le troisième, et ça, il est quasiment politique, celui-là, là, ils veulent pas toujours. C'est on veut se rapprocher des clients. Puis surtout livrer plus vite. Fait qu'on aimerait ça livrer en moins de temps. Fait que ça, il y a comme un rapprochage de ça. Puis là, ils s'imaginent toute une belle boucle DevOps. Puis ils font des incréments de produits. Puis tout ça. Puis là, ben, ça sort à toutes les semaines. 2 semaines. Je trouve que c'est la raison la moins pire. Oui, c'est la moins pire. Elle est bonne, mais souvent pas légitime. C'est ce qu'on dit. Mais... Je trouve que tu as une façon très positive de les amener parce qu'habituellement, une des premières affaires qu'on entend avec des clients, c'est maintenant avec GoPirate, tu as des clients qu'on filtre en partant, là, c'est mes employés ne sont pas capables de livrer, j'ai besoin que vous veniez vous le montrer à être agile là, pour qu'ils puissent commencer à livrer un peu quelque chose pour faire changement. OK. Ouais, c'est ça. Ben, c'est correct. Ce qu'ils ne comprennent pas, hein? Notre passage va le faire que ça va être dans leur face et ils ne pourront plus l'ignorer. Ben, c'est parce que souvent, c'est pas une question d'agilité nécessairement. C'est quand ils commencent à te le dire comme ça, c'est parce qu'ils ne prendront pas responsabilité du pourquoi ça ne livre pas. Ah, c'est ça. Ça ne livre pas parce qu'on change d'objectif à toutes les 3 secondes. Ça ne livre pas parce qu'on fait crouler l'équipe en dessous de tâches ridicules qui n'apportent aucune espèce de valeur. Ça ne livre pas parce que on n'arrête pas d'intervenir pour « Ah, ben, peux-tu me faire ça 2 minutes? Ah, ben, peux-tu? » Fait qu'on distrait l'équipe complètement. Puis, l'idée du « Ben là, j'ai une autre priorité. » Fait que ce que tu fais, arrête de le faire. Puis 3 semaines après, ben ressors-là, il te restait 10 minutes à faire dessus. Ben, je m'excuse, mais le produit a évolué 3 fois depuis ce temps-là. Rien de ce que j'ai fait marche encore. Non, il reste 10 minutes. 10 minutes? Ça, c'est 2 heures. mais tout ce que vous dites, je le vois. Sauf que c'est peut-être mon vécu de Scrum Master pour animer des rétrospectives et tout, qui sont supposés être un endroit safe dans lequel on peut parler de nos problèmes, tout ça. Puis j'ai vu des équipes qui avaient des énormes problèmes, tout ça. Puis une des choses que je rappelle toujours dans des rétrospectives, c'est, on appelle ça la Prime Directive. C'est
toujours assumer que les gens ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient puis les ressources disponibles. Si tu veux être plus cynique, tu peux dire ne jamais attribuer à la malveillance que l'idiotie explique plus simplement. Puis c'est tout à fait correct. Puis moi aussi, j'ai eu des mauvais moments des fois, puis je me disais, mais quel con. Mais des fois, je me dis, quel idiot, mais secrètement. Puis tu te dis que je vais le prendre par la main puis le former. Puis là, le problème, c'est quand tu commences à les former puis qu'ils catchent vraiment, vraiment rien. Là, t'es comme, OK, bon, on va partir de plus petites victoires. Mais ça, le problème, c'est que on voit souvent des gestionnaires qui se trompent, qui interrompent, qui font plein de choses comme ça. Mais ça découle souvent, en tout cas dans mon expérience, d'un problème plus haut dans le leadership encore. Absolument. Il y a un manque d'exécution stratégique assez flagrant. Puis la racine de bien des mots là-dedans, si je peux m'exprimer ainsi, c'est souvent encore de vouloir faire du maudit prédictif au lieu de faire de l'adaptatif. Ils veulent suivre des roadmaps. C'est parce que faut se dire, les gens qui ont monté haut dans des sphères d'entreprise ou qui ont des business qui existent depuis longtemps ou qui sont très haut placés, ils deviennent empreints d'une lubie. Ils se disent, ça a marché pour moi ou ça a marché pour la business, donc on a une bonne vision. Ouais. Donc, on a eu des bonnes visions. Donc, on connaît bien notre marché. Donc, on est très bien établi. Donc, ça va très, très, très bien. Donc, on a un talent à prédire, à faire des roadmaps, à se déterminer des objectifs. On connaît tellement bien notre notre niche, que c'est sûr que ça marche, qu'est-ce qu'on fait. Ils se le disent, puis ça requiert beaucoup de travail. Là. Ils font des grosses planifications stratégiques, ils font des grosses roadmaps, des grosses affaires, puis ils veulent s'en tenir à ça parce qu'ils se disent le futur de la business est là-dessus. Puis là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui doivent exécuter cette vision-là, qui n'ont pas co-créé cette vision-là, souvent, qui font le travail, mais qui ne savent pas la vision telle qu'elle, puis qui ne peuvent pas se permettre de tasser les choses qui n'amènent pas cette vision. Puis même s'ils la savent et puis ils la comprennent, tous ces plans puis ces visions-là, ça fonctionne très, très bien dans un environnement hyper contrôlé où il n'y a pas de variables. Mais malheureusement, le travail, il se fait dans le vrai monde où tout change puis tout change relativement vite. Fait que le plan, par le temps qui est fini d'être monté, habituellement, il est déjà plus à jour. Fait que même si on le comprend super bien, on ne peut pas l'exécuter parce que si on l'exécute, on s'en va dans un death march. On va faire la mauvaise affaire versus qu'est-ce qu'on a besoin maintenant. C'était pas Churchill qui avait une genre de citation du genre en temps de guerre, j'ai découvert que le plan n'avait aucune importance, mais la planification était cruciale. Ouais. Si je me permets de traduire librement de son anglais. Mais c'était ça un peu, c'est que si les gens y ont participé à l'élaboration de plans, après, la matin, ils peuvent l'amener. Oui. Mais si ils suivent le plan, problème. Puis, je pense que c'est ça. Dans le leadership, quand tu montes dans une hiérarchie quelconque, quand que tu as du succès en affaires, de façon quelconque. Je pense que les gens, ils perdent un peu de leur humilité. Ça devient aussi des politiciens beaucoup plus. Fait que ça devient complexe de s'approprier les problèmes de la business au lieu de te dire, ma vision est bonne. Mais ça, tu comprends, il vient d'où là, le problème? Hein? L'idée, c'est que le leadership est l'équivalent à ce qu'on dit. Un leader, un bon leader, c'est quelqu'un qui est en contrôle. Le leadership, c'est du contrôle. Pas nécessairement ils ont du contrôle. Je dis qu'est-ce que tu fais, mais le fait de I'm on top of things, je sais comment les choses s'en viennent, je suis capable de les prédire. Fait que la grosse difficulté qu'on a à enlever les modèles prédictifs dans des environnements, c'est parce qu'à partir du moment où on commence à le faire, tous ceux qui sont dans des positions de leadership commencent absolument à plus comprendre parce que leur compréhension intégrée de qu'est-ce qu'est le leadership, on lui dit de faire l'inverse. Mettons que je bois du jus de licorne, puis que je prends ce que tu as dit, puis j'essaie de le spinner de la façon la plus positive possible. Je me dis, j'ai un leader bienveillant, fait que assumons pas que cette personne-là, elle est malveillante, assumons qu'elle fait le meilleur qu'elle peut avec tout ça. Moi, dans mon expérience, ce que j'ai vu, c'est qu'ils se disent, j'ai pas le choix de les aider de cette façon-là en trouvant cette vision-là parce que il y a plein de gens qui se rapportent à moi, on crée un plan. Il faut que je les aide
avoir un plan comme ça pour amener l'entreprise dans la bonne direction. Ils le font vraiment de façon bienveillante en se disant c'est ça. Puis c'est un peu la même façon que ces firmes-là, ces leaders-là vont dire je vais engager une compagnie pour faire ma transfo agile, faire faire l'adoption de ça pour les raisons que j'ai nommées tantôt. Là, ben, on n'a pas le choix parce qu'on veut recruter du monde, on veut se rapprocher de nos clients. Le troisième. Puis ben, l'efficacité avec Scrum, on va faire plus avec moins parce que ben, on se dit c'est meilleur pour l'entreprise. Fait qu'ils vont engager des grosses firmes qui ont des gros plans, puis qui s'y connaissent, puis ils vont tout oublier la co-création, puis ils vont tout oublier ça, puis ça, c'est ça qui tue. Ça revient à ce que je te disais. Je ne dis pas ça pour être malveillant que le leadership est perçu comme étant du contrôle. L'idée, c'est que c'est comme ça qu'ils ont été formés, c'est comme ça qu'ils ont appris le leadership. C'est pas de leur faute, c'est pas par malveillance. Là, il faut déprogrammer cette notion de leadership-là pour la remplacer par une autre. Fait quand ils font venir à des firmes comme ça, souvent, ben, les firmes, tout ce qu'elles ont à proposer, c'est des plans à dérouler. Il est là, il est fait. Puis, beaucoup de gens dans ces firmes-là ne croient même pas à ces plans parce que ce sont des vrais agilistes. Mais s'ils veulent avoir des clients, il faut qu'ils arrivent avec un plan tout beau, tout fait, qui a l'air super simple, qui va être déroulé par étapes, parce que sinon, la firme qui embauche n'a pas la capacité à comprendre qu'une autre approche va être meilleure que celle-là. Parce que c'est comme ça que tu fais ton leadership, c'est comme ça que tu décides les choses en entreprise, c'est comme ça la bonne façon pour faire les choses. Fait que les firmes les plus intéressantes que j'ai vues vont arriver avec un beau grand plan, avec le petit astérix qui fait que le plan a tendance à ne pas survivre à la réalité, puis après ça, ils font bien ce qu'ils veulent pour adapter la compagnie. Si ça arrive, si c'est des entreprises sérieuses, eux autres, ils ne dévieront pas du plan parce qu'ils vont être entièrement jugés puis payés sur la non-déviance du plan. Peu importe les résultats. Fait que la paye vient du fait est-ce que le plan a été amené jusqu'au bout, pas est-ce que ça fonctionne comme on veut que ça fonctionne. Puis on va le regarder. Il y a énormément de projets dans les entreprises, agiles ou pas, okay, que ça fonctionne de la même façon. Ce n'est pas à propos de est-ce que notre projet nous donne le résultat qu'on voulait avoir. C'est est-ce que le projet a rempli toutes les coches qu'il avait à remplir. Je l'ai déjà conté cette histoire-là souvent. Je venais d'arriver chez un gros client en télécom, puis il était en train de célébrer la fin d'un projet. Ça faisait des années qu'ils travaillaient dessus, ça l'a coûté des millions. Puis je fais, ben, il est où? Okay, c'est quoi le produit qu'ils ont livré? Ils n'ont pas livré de produit. Ils ont livré la documentation pour le produit parce que ça faisait longtemps qu'ils savaient que le produit ne servirait pas à rien. Mais le projet était lancé, les budgets avaient été mis dedans, il fallait que ça soit mené jusqu'au bout, il fallait qu'ils livrent quelque chose. Fait qu'ils ont livré la documentation. Ils ouvrent le champagne puis le caviar, puis tout le monde a des bonus. S'ils savaient que le produit ne servirait à rien puis ils ne l'ont pas fait, ils ont enlevé les tâches qui n'avaient pas de valeur. Il y a plein de gens qui ont travaillé pendant plusieurs années, hein? Mais il n'y avait aucun espoir que ça sorte. Encore là, je ne dis pas que c'est par malveillance. Je dis, quand ta structure est bâtie comme ça, puis bureaucratique comme ça, à un moment donné, ça prend quelqu'un en haut de l'échelle qui a assez de vision pour comprendre ce qui est en train de se passer et qu'il faut que ça change. Beaucoup de gens avec qui on travaille quand on fait des transformations agiles sont plus bas dans l'échelle. Hein? Et puis, ils comprennent le problème, puis ils veulent le changement pour vrai, puis ils sont pris dans une structure qui n'est pas flexible. Puis des fois, ça peut prendre des années avant de changer des détails, là, comment tes équipes agiles sont financées, par exemple. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir collaborer ensemble? Ce sont des gros défis. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je ne sais pas si je casse la structure de votre épisode en donnant comme un truc comme ça, mais moi, comment je le visualise, c'est je pense qu'au lieu de dire on fait une transformation agile ou une implémentation Scrum en mettant en place X, je pense que ce qu'on devrait se dire, c'est j'aimerais ça que ma compagnie, ça soit le genre de place qui l'aurait inventé Scrum ou Agile. Mettre en place la capacité d'inventer ce genre d'affaires-là. Parce que tu vas être déjà beaucoup plus loin que d'autres. Fait comment tu peux faire ça? Après ça, tu as le droit de t'inspirer de Scrum, tu as le droit d'essayer de le mettre en place, tout ça.
Mais ton but ultime, ça devrait être la place qui pourrait inventer ce genre de choses-là. Puis ça a du bénéfice. Puis tu sais, moi, par ce que j'appelais tantôt là, le gap analysis, l'analyse entre où t'es puis où tu pourrais aller, la plupart du temps, c'est que j'essaie de les convaincre, de dire t'es pas en train d'essayer de monter à la montagne, t'es en train d'essayer que tes gens deviennent des alpinistes, puis qu'ils s'entraînent pour ça, puis qu'ils découvrent des trails, puis qu'ils découvrent des façons de monter des choses, puis qu'ils choisissent quelle montagne monter. Puis toi, tu dis, mais mon but, c'est monter telle montagne. Non, ton but, c'est pas ça. Ton but, c'est d'avoir des alpinistes entraînés, puis qui peuvent en former d'autres. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Je suis d'accord avec toi. Une des choses qu'on répète, c'est que le meilleur framework pour tes équipes, c'est celle qui fonctionne pour eux autres. Puis habituellement, c'est eux autres qui vont le monter. Mais pour être capable de le faire, il faut qu'il y ait les bons outils. Puis c'est là qu'un coach est capable de les aider, pas en leur enseignant une méthodologie pure, claire, puis c'est comme ça qu'il faut que ça marche, mais en lui donnant les outils pour être capable de prendre les bonnes décisions. Comme ça, si éventuellement ils se retrouvent avec des processus qui ne leur conviennent plus ou qui ne conviennent plus à leur réalité, ils sont capables de les changer ou de les tuer puis de les remplacer par un autre. C'est ça qui est la vraie liberté de l'agilité. C'est quand tes équipes sont capables de prendre ce genre de décision-là parce qu'ils ont acquis les bons outils pour être capables de le faire. Non, mais moi, je pensais que l'agilité, c'était d'imposer un processus pareil à 25 équipes. Ben, Olivier, ça a un nom, hein? J'ai eu à le faire, hein? Ouais, c'est quoi? Il y a des compagnies qui font ça, OK? Ça, ton rôle, c'est pas coach agile, c'était un drill surgeon agile. Fait que faut que tu drilles ça dans la tête du monde. Ouais. Ça s'appelle du agile greenwashing. J'aime ça. Fait que c'est ça, tu sais, le greenwashing, c'est genre, on va faire semblant qu'on est écolo, là, puis tout, là, pour avoir des crédits, puis tout. Là, c'est la même affaire. On va faire toute une couche en surface. Puis ça, toi, tu es historien de formation, Maurice, mais en anthropologie, il y a aussi un phénomène que je suis sûr que tu connais qui s'appelle le culte du cargo. Ben oui. Le culte du cargo, c'est fascinant. C'est un des meilleurs exemples, c'est en Amérique du Sud, là, les populations aborigènes qui ont vu pendant la Deuxième Guerre mondiale les bases militaires poussées sur des îles, je crois. Puis ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont vu les Blancs, ils n'avaient jamais vu de Blancs, c'était des gens du royaume des morts, des fantômes, hein? Fait que des pirates fantômes. Puis ils parlaient dans des boîtes et les dieux arrivaient du ciel et leur donnaient des ressources incroyables. Fait que du cargo, hein, ça vient de là, le culte du cargo. Et ils sont mis quand les bases militaires, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont vidées, ils se sont mis à vénérer de la même façon, à faire des boîtes pour parler dedans, des fausses antennes en bambou, là, des genres d'antennes radar en bambou, des faux avions pour faire venir ça. Fait que là, tu as plein de compagnies qui font le culte du cargo, ils font des couches en surface, ils font les mêmes affaires de la même façon que les autres, puis ça a l'air très, 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 très chouette. Mais puis ben dans le fond, c'est juste du tape à l'œil. Là, ils copient ça. Là, tu fais ce que tu dis. Tu as copié là, l'apparence de Scrum, de l'Agile, tu as les titres, tu as tout ça, mais la compréhension n'est pas là. Pantoute. Fait que tu copies fait que tu copies la civilisation qui a du succès, puis tu te dis le succès va m'arriver. C'est parfait. J'ai jamais vu une analogie aussi forte. Puis c'est pas ça le meilleur exemple, là, c'est hey, on va faire le modèle Spotify. C'est ça que j'allais dire. À chaque fois qu'on entend quelqu'un qui nous demande le modèle Spotify, tu sais que tu tombes là-dedans. Pas toujours, parce que Spotify, c'était quand même cool qu'est-ce qu'ils ont fait, puis même eux... ils l'ont jamais utilisé. Attends, quand ils l'ont publié, le modèle Spotify, c'était une aspiration. C'est ça. Qu'ils avaient. Ils ne sont jamais rendus là puis évolué dans d'autres directions depuis ce temps-là. Fait que c'est pas qu'ils l'ont pas utilisé, c'est comme je disais tantôt avec Churchill. L'important, c'est pas le plan. L'important, c'est la planification de ça. Puis ça leur a fait se poser plein de questions puis des affaires de même. Fait que c'est vraiment hot pour Spotify. C'est hot pour Spotify, pas à cause du modèle Spotify, mais à cause de la réflexion qu'il y a eu autour. Le problème, c'est quand on parle du modèle de Spotify, on dit voici le blueprint, mets-nous ça en place.
Alors là, les pirates, c'est le moment qu'on vous parle depuis quelques épisodes où on va faire briller un projet collectif ou de société qui est intéressant. Donc, on parle aujourd'hui à Valérie Védrine de l'OBNL Masse Critique. Bienvenue Valérie, parle-nous de Masse Critique. Alors, Masse Critique, c'est une OBNL qui œuvre à réduire l'empreinte environnementale de l'industrie de la communication et des publicités au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le fond, ce qu'on veut, c'est permettre à tous les créatifs de l'industrie de la pub, de la com, de vraiment remettre en question nos façons de faire dans notre industrie. On a un impact colossal sur l'environnement et sur la société parce qu'on est en charge du narratif, parce qu'on parle aux clients tous les jours, parce qu'on est vraiment coupable de la surconsommation. Donc, on veut donner les outils à tout le monde pour pouvoir remettre en question un petit peu ça et faire les choses de manière plus responsable. On connaît du monde, d'autres qui sont bons pour remettre les choses en question. C'est bien. Qu'est-ce qui t'a amené à là? Ben, moi, personnellement, là, j'ai été vice-présidente de marketing e-commerce pendant longtemps. Là. J'ai 25 ans à peu près d'expérience dans ce domaine-là. Métier que j'aime beaucoup, mais de plus en plus, j'avais une grande dissonance cognitive entre mes valeurs à moi et le métier que je faisais le lendemain. Donc, le samedi, je vais acheter en vrac et le lundi matin, je fais une campagne de Black Friday. Donc, Okay. Je pense qu'il y a des pirates qui vont reconnaître leur vie là-dedans. Oui. Donc, à un moment donné, ça a été vraiment même plus un choix. C'était une nécessité d'arrêter de vivre comme ça, de pas être aligné dans tout ce que je fais au quotidien. Donc, j'ai décidé de quitter mon emploi, mais en quittant mon emploi, ma chance, c'est que j'ai reçu un prix. J'ai reçu le prix de personnalité marketing de l'année en 2021. Et vraiment, j'ai trouvé ça terrible. Je me suis dit, comment je peux recevoir un prix alors que je fais tant d'impact négatif sur la société puis l'environnement? Alors, au lieu d'utiliser ce prix comme me présenter, dans le fond, j'ai lancé un appel à mon industrie en disant, est-ce que je suis la seule à vivre ça? Et écrivez-moi. Et puis, c'était vraiment candide. Et en fait, j'ai reçu beaucoup d'appels, d'emails. Et on s'est regroupés. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. C'est comme ça qu'a été née Masse Critique. OK, super. Si jamais les gens qui nous écoutent veulent en savoir plus et veulent t'aider, comment ils peuvent faire? Alors, m'aider, vraiment, c'est aller sur la campagne de sociofinancement qu'on a lancée sur la ruche. C'est très facilement. Et puis, d'ailleurs, je vais vous donner le lien, comme ça, vous pourrez le donner à vos auditeurs. Et aussi, on a un site web, massecritique.ca. On est sur les médias sociaux, donc on met beaucoup d'informations. Alors, n'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez, si vous avez des questions, que ça vous tente d'embarquer encore plus, vous pouvez me trouver facilement puis m'envoyer des emails. Tout. Je suis preneuse de tout le temps et la bonne énergie de tout le monde. C'est bien. Les pirates, on se mobilise. N'hésitez pas. Vous pouvez la contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup, Valérie. C'est vraiment gentil d'être venue. Merci à vous. Vraiment merci. C'est un grand plaisir. Les pirates, à l'abordage. Là, j'aimerais ça faire la tâche qui met l'éléphant sur la table parce qu'on n'a pas encore parlé. Là. Mais le présent de l'agilité, est-ce qu'il s'appelle SAFE? Parce que au nombre de mandats que je vois passer, qu'il faut être certifié SAFE, ce qui n'est pas notre cas, puis pour des bonnes raisons, ça commence à être de plus en plus difficile de trouver quelque chose. Tu sais, on parlait du cargo culte agile. Là. Ouais. SAFE, c'est pas mal ça. SAFE, c'est comment gagner, à mon avis, j'aime pas SAFE au cas où, à force de nous avoir écoutés, vous ne l'aviez pas encore figuré, c'est comment on peut coopter la terminologie puis quelques pratiques, pas pour soi, pour ceux qui vont exécuter, puis garder ça dans une structure qui est pareille à celle qu'on a toujours eue, tout en rajoutant un niveau de complexité par-dessus avec plus d'intervenants parce que, essentiellement, il faut montrer qu'il y a eu une transformation. Là, oui, je sais, je ne suis pas fin, puis oui, je sais, je suis négatif avec ça, mais le fait est, les études le démontrent, les projets qui se font ou les produits qui sont développés sous SAFE n'ont pas un taux de succès meilleur que ceux de Waterfall. Et pourtant, SAFE, c'est super simple. Là. L'agilité en SAFE, là, c'est simple. Là. C'est 4 valeurs, puis là, tu développes là, une grosse carte avec 16 000 dessins. Hein? C'est simple.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas? Moi, Safe, les entreprises que j'ai vu adopter ça, j'ai vu ça pour comme 2 raisons. La première, c'est extrêmement rassurant parce que quand tu as des product managers, tout ça, ça devient compliqué de dire il n'y a pas d'équivalent 1 pour 1 quand tu vas en agile parce que tu en as qui ont des postures beaucoup plus comme Scrum Master, donc ça peut être des PO, donc plus des tech leads, d'autres ça peut être des gestionnaires, d'autres ça peut. Fait que là, ça devient compliqué. Puis Agile va te dire trouve la réponse un peu toi-même. Puis Safe arrive déjà avec des réponses toutes faites puis des cases à remplir. Fait que ça fait que ta structure décisionnelle fait qu'en partant. Tu changes les noms, puis tu mets des couches de vernis dessus, puis dans le fond, ça crée des paths de carrière très rassurants pour des gens. Fait que ce qui va se passer, c'est que tu n'as pas une période pendant laquelle la transition devient très complexe, puis que ça devient genre, on doit trouver les réponses ensemble. Ça devient, les réponses sont dans le plan. Puis là, les gens doivent étudier le plan pour trouver un peu, ils s'en vont où dans leur carrière, des choses comme ça. Mais il existe. Fait que là, ça évite plein de questions un peu embarrassantes de ci, de ça. Puis c'est un peu comme, pour reprendre l'analogie de monter la montagne tantôt, de te faire dire, ce que tu veux finalement, c'est avoir la vue d'en haut. Fait que moi, j'ai un hélicoptère, moi, t'amener en haut. Mais tu ne pourras pas atterrir, on va juste faire du vol, mais tu vas avoir la même vue. Fait que là, Safe, il te prend par la main de même, tu n'auras pas des escalateurs, des alpinistes formés, tu vas avoir des gens qui ont monté à la montagne. Mais là, après, est-ce que c'est l'important, c'était de monter à la montagne ou de savoir la monter? Fait qu'il y a cet aspect-là. Puis le deuxième aspect de Safe est celui qui est pour moi le plus genre dissonance cognitive, bref, contradiction mentale. C'est que ils se sont dit, nous, on est une grosse entreprise où on croit beaucoup. Puis on a un problème, c'est qu'on essaye de coordonner nos équipes. Les équipes ont des dépendances entre eux. Soit parce qu'on a un stack technologique legacy, soit parce que organisationnellement, c'est le même, soit parce que ci, soit parce que ça. Puis là, tu sais, vous avez fait un épisode sur comment faire des pods autonomes. Puis là, ils disent, nous, on ne peut pas avoir des pods autonomes. Puis au lieu de se dire, on va créer des pods autonomes, puis on va fragmenter nos marchés qu'on attaque, puis des choses comme ça, puis de faire cette grosse dynamique-là complexe, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un problème d'interdépendance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une coordination de ces interdépendances-là. On va appeler ça des release trains. On va avoir plein de monde qui vont aider à ça. Puis ils vont essayer d'aligner le travail de plein d'équipes. Fait que tu as 2 écoles de pensée. Tu as ceux qui se disent on a des problèmes d'interdépendance, alors on va créer des systèmes pour gérer les interdépendances. Puis tu as l'autre équipe, qui est les chaotiques, good, anarchiques, les pirates, qui vont dire non, ton problème, c'est pas de coordonner les interdépendances. Ce que tu devrais faire, c'est éliminer les interdépendances, créer des équipes autonomes, créer ça. Puis là, c'est le concept du scale-up versus le scale-down. Puis l'idée de scale-up, c'est toujours mieux. Hein? C'est quelque chose qu'on entend dans la plupart des entreprises traditionnelles. C'est la chose qui drive Safe. C'est essentiellement anti-agile. Agile, tu devrais être capable de pouvoir bouger plus facilement, de prendre des décisions plus facilement. Puis même là, tes équipes, OK? Tes équipes agiles devraient être en contrôle de ce qu'ils font. Tandis que dans Safe, tu as des équipes d'exécution en mode agile. Et on ne parle pas de la même affaire du tout, là. Oui, il y a plein d'affaires. Là. Un exemple que j'aime bien, c'est juste le product owner. Le product owner, quand tu fais du Safe, c'est pas un product owner, c'est un story owner. Il est owner des stories quand tu es terminé dans le release train. Puis là, en tout cas, bref, les choses sont très centralisées. Puis toi, ce que tu veux, c'est que ultimement, tes product owners, si tu en as, là, si tu fais du Scrum, ça devient des genres de mini CEO, de mini incubateurs d'entreprise. Exact. Mais là, comment tu veux avoir cette maturité-là, ce potentiel-là? Puis là, il y en a qui vont défendre Safe en disant ah oui, mais avec le release train, puis ces affaires comme ça, on prend par la main ces gens-là pour les faire croître, puis devenir ça éventuellement. Mais c'est pas vrai. Mais il n'y a pas de mécanisme en Safe pour enlever les systèmes qui sont trop lourds et que tu n'as plus de besoin. C'est juste un mécanisme d'implantation du système. C'est un peu comme on vote des lois, toujours de plus en plus, mais la loi qui interdit de cracher passible d'amende puis que tu vas être enfermé pendant un jour qui date des années 1400,
Elle est encore là en place de nos jours, puis on l'a jamais enlevée. Fait que quelqu'un pourrait à la limite te donner une amende pour ça. Fait qu'il y en a des affaires comme ça. Fait qu'on ne simplifie pas les choses avec le temps, on les complexifie. Puis je pense que je l'avais fait dans notre discussion avant l'intro. Puis moi, j'aimais. C'est une citation qui est attribuée souvent faussement à Léonard de Vinci, mais c'est la simplicité, c'est l'ultime sophistication. Puis il faut vraiment pas oublier ça. Puis Safe, c'est extrêmement complexe. Puis si je peux me permettre de vraiment taper là, encore plus pour être plus fort, mon problème avec Safe, c'est aussi l'énormité et la quantité de certification et à quel point c'est coûteux. Oui. Alors, ils font énormément d'argent avec ça. Et l'autre affaire, c'est après ça, tu as quelqu'un, moi, qui arrive et qui dit, moi, je suis certifié Safe, blablabla, puis là, il m'y sort tout. C'est comme si tu avais un général de la Corée du Nord qui arrivait puis qui se donnent eux-mêmes leur propre médaille. Là. Puis là, ils ont des manteaux là, couverts, là, ils en ont partout ses bras, là, ils ont plein de médailles partout. Puis là, t'es comme, mais t'as-tu fait du combat? Genre, qu'est-ce que t'as fait? Puis, non, on se donne nous-mêmes nos médailles. Tu sais, fait que c'est un peu pour ça. J'ai un embêtement où je pense que les certifications, les médailles, mettons, c'est bon pour des aptitudes techniques, parce que tu vérifies l'acquisition de savoir technique, mais pour l'interpersonnel, l'organisationnel, moins, t'es mieux avec, je pense, l'expérience puis découvrir. Fait que, voilà. Je ne sais pas si ça existe, là. Mais des entreprises qui font safe, puis ils n'aiment pas ça, puis ça ne marche pas, puis ils disent agile, ça ne marche pas. Ben oui, c'est fréquent. Et là? Ouais. T'as un industrie qui est là pour enlever safe d'un place puis le ramener sur du waterfall. Regarde. Là, j'aimerais ça savoir, si on ne veut pas que l'avenir d'Agile soit safe, qu'est-ce qu'on voudrait que ça soit? Ben, comme tu le disais, Nicolas, lâcher le prédictif et aller vers l'adaptatif. Et ce serait déjà un maudit bon début. Ben, écoute, c'est pas un bon début. C'est le seul début possible. Ben, je le sais, mais c'est parce qu'on ne le prend pas. Mais la seule façon, je pense, la voie d'avenir de l'agilité, c'est de revenir à ce corps-là. Ouais. Accepter que le monde change et que c'est le chaos partout, tout le temps. C'est le chaos partout, tout le temps, Maurice. Vika. Oui, mais Vika n'est pas nécessairement du chaos. C'est juste que tu n'arrives pas à voir les patterns. Il y a une différence entre les deux. C'est compliqué parce que l'Homo sapiens a évolué en remarquant des patterns pour des besoins évolutifs. Tu remarques que telle couleur, c'est probablement bon signe parce que c'est des fruits, puis il y a beaucoup de sucre dedans, puis ça va nourrir ton cerveau. Tu remarques que si tu suis les trails, ben, probablement que tu vas trouver des animaux. Fait qu'on a un passé évolutif assez lourd. Là, je fais mon faux anthropologue là, en passant. Là, j'ai aucune réelle formation là-dedans, mais je trouve ça fascinant quand même d'entretenir cette idée-là. Mais c'est ça. Fait qu'on en cherche tout le temps des patterns. Puis il y en a qui sont pertinents. Puis le prédictif versus l'adaptatif, c'est très difficile pour des entreprises parce que financièrement, ils sont basés sur des modèles prédictifs. Quand tu fais des soumissions avec des clients, puis que tu bases les prix que tu fais tout le temps sur le nombre d'heures que tu vas passer, c'est compliqué. Si je peux donner des trucs, moi, ce qui a vraiment ouvert mon champ d'horizon sur ça, parce que j'avais tout le temps les compagnies, ils disaient, ben, on peut pas faire des prix si on n'estime pas le projet d'avance. Puis, il y a quelqu'un qui a vraiment ouvert mes yeux par rapport à ça. Malheureusement, tout son contenu est juste en anglais. C'est Jonathan Stark. Il fait ce qui s'appelle le value pricing. Il base ses prix sur la valeur apportée au client. Puis après, quand les gens ils demandent de justifier ça. Oui, excuse. J'allais dire un petit peu comme quand tu dis, tu es prêt à payer combien pour régler ce problème-là? Ouais. Peu importe le temps que ça va prendre. Combien ça vaut pour toi régler ça, c'est ça? Attends, là, les gens, si tu as vraiment un très beau contact avec tes clients déjà, puis qu'ils veulent t'ouvrir leur cœur, puis te dire c'est quoi leur moyen financier, ce qui, selon moi, dans mon expérience, est salement utopique. Pas souvent, oui, ça peut marcher. Mais le value pricing, c'est que tu vas poser les questions probantes au client pour déterminer l'ampleur de son problème. Un exemple que moi j'ai fait, c'est que j'ai un très bon ami je voulais y apprendre le value pricing, puis il fait des sites web. Fait que j'ai dit, prenons un exemple, tu as 2 clients qui t'arrivent puis qui ont des sites web, qui veulent des sites web avec lesquels ils vendent des patates.
les clients te donnent des fonctionnalités qu'ils veulent. Ouais. Puis finalement, tu leur poses pas assez de questions sur leurs besoins d'affaires, sur leur business. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, tu vas faire des soumissions identiques pour les deux qui ont des besoins identiques ou des features identiques pour leur site web. Puis, en cours de projet, tu vas te rendre compte qu'il y en a un des deux qui vend 3 millions de patates par mois, puis l'autre, il en vend 3 000. Mais tu leur as fait le même prix parce que tu as basé tout ton prix sur tes coûts. Combien ça te coûte faire le site web? Ça te coûte des heures, hein, tu te dis. Puis, c'est pas du tout le reflet de ce qu'il y a. Fait que là, lui, 3 millions de patates, c'est combien de profits, puis blablabla. Puis en basant sur ça, ce que tu peux, c'est trouver un entendement commun avec tes clients sur quels sont leurs besoins d'affaires qu'ils doivent obtenir, où est-ce qu'ils veulent aller. Puis après ça, tes marges de profit augmentent. Tu sais, c'est comme dire, je base mon prix de vente de choses sur combien ça me coûte. Ben, monte ton salaire, tu vas le vendre plus cher. C'est bon. Tu sais, c'est comme... Moi, l'approche que j'enseigne est un petit peu différente. On commence par partir avec c'est quoi la valeur que tu veux gagner ou le problème que tu as à régler. Okay? Donc, toutes les bases de notre enseignement sur la valeur est là. Puis tu commences avec ça, pas les features que tu veux. C'est quoi l'avantage que tu veux gagner ou qu'est-ce que tu veux faire avec. À partir du moment où tu as ça, là, tu es capable de commencer à faire une livraison en différentes étapes. Okay? Tu fais quelque chose de fonctionnel, immédiatement consommable, à court terme, c'est pas très long, ça ne coûte pas très cher. Ça ne sera pas tout ce qu'il veut. Ça va être pas parfait non plus. Là, c'est là. On peut commencer à l'essayer. Puis à partir de là, quand tu commences à travailler avec, puis tu vois, là, tu dis, OK, ben, je pense qu'il manquerait quelque chose comme ça. Je pense qu'il manquerait quelque chose comme ça. Plutôt que juste de faire une longue liste, puis que finalement, en bout de ligne, la moitié de ces features-là, tu ne les utiliseras pas. Là, tu y vas avec. Tu vas continuer comme ça à payer étape par étape, mais chaque étape, elle va être claire jusqu'à temps que tu sois satisfait puis tu dis, hey, je suis content, j'en ai assez. Puis à un moment donné, tu vas t'apercevoir que si tu vas voir la prochaine couche avec les autres features, là, qui est essentiellement du gold plating, et on met de l'or partout, tu vas t'apercevoir qu'elle va te coûter plus cher à faire que qu'est-ce qu'elle peut t'apporter comme valeur. Puis là, tu vas dire, OK, ben, c'était la limite que j'étais prêt à mettre, c'était ça. Ça fait Frédéric Laguédois, il donnait 2 trucs. Excuse-moi, vas-y. Okay, est-ce que ça fait, puisque souvent on a comme pushback, mais tu n'es pas capable de prévoir tous tes budgets, puis toutes tes dépenses, tous tes revenus un an et demi d'avance? Non. Mais ça fait que tu vas avoir des clients qui jamais vont sentir qu'ils se sont fait avoir parce qu'ils ont entièrement le contrôle. Ça va faire des clients que tu vas revoir aussi fréquemment. Ça va faire des clients avec lesquels c'est pas très long. C'est juste à l'instinct, tu vas savoir pendant combien de temps jusqu'où tu vas être capable de continuer à le charger parce que tu sais qu'est-ce qu'il va te demander quand ça va passer la ligne de c'est plus payant. Le client, lui, il ne saura pas nécessairement, mais toi, tu vas le savoir, être capable de planifier en conséquence. Fait que ça donne beaucoup plus de contrôle sur qu'est-ce que tu vas faire. Puis des fois, tu vas t'apercevoir de besoins que le client avait qu'il n'aurait jamais pensé. Tu vas voir un client satisfait qui parle de toi, là, c'est ça que ça fait. Vas-y. Ouais. Frédéric Laguédois, il donnait des trucs pour ça parce que lui, il fait du no estimate. Il ne fait aucune estimation jamais. Ouais, je l'aime bien. Puis ce qu'il disait, c'est l'estimation, c'est une expression de défiance. Il dit, je n'ai pas confiance que vous allez rencontrer vos engagements. Dans le fond, que vous allez livrer, alors prenez les engagements. L'estimation, c'est tout ça. Fait que la contractualisation, c'est ça. Puis lui, il donne une formation sur la contractualisation agile qui est sans aucun doute probablement excellente, que je n'ai pas suivi parce que c'est quand même 1 000 €. J'aimerais vraiment ça, mais en ce moment, j'ai d'autres priorités. Puis, ce qui dit aussi, c'est tu peux rendre ton contrat dur béton de chez rigide de chez rigide, agile en mettant une ligne dedans qui dit mais si vous changez d'idée en cours de parcours, on n'est plus tenu par le périmètre initial. Fait que tu peux, si tu veux passer un raccourci et de ne pas générer de la confiance dans ta conversation initiale complète avec le client, tu peux mettre cette clause-là. Moi, je préfère, un peu comme vous, essayer de disqualifier les clients qui veulent du rigide de chez rigide absolument, absolument, absolument. S'ils disent je te comprends, mais j'en ai besoin parce que ma structure financière marche de même, parce que j'ai des investisseurs que si, que X, Y, puis Z, ben là, tu te dis, on va faire un bout de chemin ensemble. Puis on va trouver une façon que moi, ce que je vais te livrer, ça sera un produit
je vais te donner 3 formations. Fait que ça, c'est simple. C'est X, c'est tel prix, c'est un prix fixe. Puis après, pour le support, je vais m'engager à être disponible pour toi pour aller atteindre les objectifs que tu te fixes. Fait que ça, dans le fond, tu peux avoir un revenu récurrent après ou une contractualisation à long terme, qui est déjà, je pense que vous faites, les gars, fait que j'ai pas de leçon à vous donner là-dessus, mais je pense que c'est intéressant pour les entreprises qui se disent, ben moi, je peux pas faire de l'adaptatif, là, parce que tout dans la façon dont je vends mes services, je vends mes produits, c'est tout du prédictif. Oui, mais non. Nous autres, avec du coaching, c'est plus facile. Si tu regardes quelqu'un qui va développer un logiciel pour quelqu'un d'autre, ben là, y aller avec un paquet d'étapes qui sont pris comme des mini-projets, un après l'autre. Tu sais, quand tu fais ta prédiction de prix pour quelque chose qui va être prêt dans 2 semaines ou 3 semaines, c'est pas la même affaire que quelque chose qui va être prêt dans 6 mois. Ouais. Ou plutôt, ça devrait pas être prêt dans 6 mois, ça devrait être prêt maintenant. Mais ce qui est prêt maintenant devrait te servir à confirmer tes hypothèses que tu es déjà dans la bonne direction. Si ça ne fait pas ça, ben, probablement que dans 6 mois, le risque est trop grand. Tu ne devrais probablement pas faire ça tout de suite. C'est pour ça qu'on dit que la première étape qu'on a à faire quand on produit quoi que ce soit, c'est rends-le immédiatement consommable. Puis après ça, il faut que tout ce que tu vas faire comme livraison de valeur soit aussi immédiatement consommable sans invalider qu'est-ce qu'il y avait avant. Tu peux le faire évoluer. Ça, c'est correct, mais il faut que ton produit ou ton service demeure immédiatement consommable tout le temps. Oui, vas-y. À la limite, la première version du produit immédiatement consommable, ça va être un squelette, pas de muscle, pas de peau, puis qui fait peur. Ouais. Mais il va se déplacer en chambranlant vers son objectif. Il va être utilisable. S'il faut, c'est juste pour faire des tests, mais il va être utilisable, immédiatement consommable. Après ça, tu mettras les muscles, on va mettre la peau, on va l'habiller. Mais encore là, moi, je préférerais qu'il y ait un peu de muscle quand même, puis quelque chose qu'on peut dire qu'on peut faire de quoi avec. Quand je veux dire muscle, c'est parce qu'il n'est pas optimal souvent. Hein? C'est ça. Parce que sinon, j'ai vu ils ont des gens qui livraient plein de choses immédiatement consommables. Ça, c'est ta page de login. Elle est immédiatement consommable. Il n'y a rien en arrière. Fait que non, ce n'est pas consommable comme produit. Mais la page de login, elle l'est. Oui, mais une page de login toute seule, c'est ça. C'est correct de livrer quelque chose qui est consommable, mais pas agréable à consommer. Si tu l'utilises pour livrer, pour confirmer des hypothèses, puis apprendre. Exact. C'est ça un peu l'ennui des business. Ils se disent on va être plus efficace, c'est bien connu, on va livrer plus en moins de temps, puis il va juste que ça sorte plus vite, puis que ça aille plus vite, puis que that's it. S'ils n'utilisent pas cette agilité-là pour confirmer les hypothèses, changer de cap, éliminer les choses qui sont du gâchis, puis se concentrer sur des objectifs qui font plus de sens pour eux, pour leurs utilisateurs, ben, ils gaspillent le potentiel. Fait que là, eux, ils vont changer de méthodologie, puis avant, ben, il n'y en avait pas, ou c'était très classique that's it. Puis là, qu'il y ait mis safe ou quoi que ce soit, ils vont avoir des gains de peut-être 10% parce qu'ils vont arrêter de se poser des questions tout le temps. Ben, c'est ça. Sur quel est mon rôle et ma place. Fait que, mais 10%, c'est rien. Pas gros. Comme on est en train de parler du futur et d'Agile, j'aimerais mettre un point. Je pense personnellement que le futur d'Agile est dans l'agilité organisationnelle, pas juste dans l'agilité de livraison de bébelle. Parce que le problème que toute l'agilité de livraison de bébelle rencontre dans n'importe quelle autre organisation, puis le restant de l'organisation n'est pas agile, c'est juste des bloquants. Tu n'es pas financé comme il faut, la prédiction se fait d'une façon différente, la comptabilité, les contrats se fait toutes d'une façon différente, puis là, tu te retrouves avec plus de douleur que ce que tu avais avant. Et en plus, on comprend jamais ce que vous faites, vous autres. Ben, c'est ça. Puis il n'y a aucun incentive à essayer de le comprendre. Mais si ton entreprise a une mentalité agile, si l'entreprise est basée sur de l'agilité, donc de Dennings, Age of Agile, super de bonne lecture, vous pouvez voir que peu importe le milieu, peu importe la taille de l'organisation, c'est faisable. Il y a des banques qui sont devenues agiles. Puis pourtant, il y a du oversight du gouvernement pas mal là-dessus. N'importe quoi peut devenir agile, mais un coup que tu le deviens, c'est là que tu vas pouvoir réussir à profiter de ce que tu peux avoir comme agilité. Puis on va dans un futur qui est de plus en plus instable. Okay? Oui, il y a 50 ans, une des raisons pour lesquelles le waterfall puis que le prédictif s'est mis à fonctionner tellement bien, c'est qu'il y a 50 ans, tu calculais tes affaires à l'année. Tu savais que dans ton année, tu allais avoir 4 saisons. Hein, regardez juste la mode, tu avais 4 saisons, puis c'était facile.
Là, maintenant, le stock de Noël sort en juin. Puis, si tu veux te chercher du linge, tu as intérêt à te prendre 3-4 saisons d'avance, sinon tu n'auras pas qu'est-ce que tu veux. Le monde bouge tellement vite. Hey, tu peux acheter aujourd'hui, là, je peux acheter un auto 2023. Non, tu ne peux pas l'acheter, tu peux la commander, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Un cycle, c'était au moins un an avant, au moins. Okay? Avant même de l'époque des saisons. Puis, ces approches-là prédictives se sont basées à cette époque-là. À une époque où ton public ne changera pas, ton marché ne changera pas, parce que tout marchait plus lentement qu'aujourd'hui. Ton staff ne changera pas. Ton staff changera oui, puis souvent, quand on se réfère à ça, on parle d'une période un peu après-guerre avec des marchés internationaux pas vraiment développés, avec plein de restrictions puis de lois en place pour l'économie locale. Fait qu'il n'y avait pas de compétition presque. Exact. Tu fais des poignées de porte, il n'y a pas une compagnie de Chine qui va venir en faire puis bouffer ton marché parce que tu le vends beaucoup trop cher. Non, tu vas t'offrir 50 ans à vendre ta poignée trop chère, pas très bonne de porte, parce que tous les marchés sont complètement fermés. Puis de nos jours, c'est pas le cas. Fait que si tu n'es pas adaptatif, puis tu veux continuer à faire les choses comme tu le faisais, tu survivras pas aussi longtemps, à moins d'avoir vraiment des entourloupes financières louches. Eux, ça arrive. Ou encore d'être dans le domaine financier où les marges de profit sont faramineuses. Ouais. Je trouve ça beau. J'ai quasiment envie de dire c'est une belle finale. Ben, ça allait pas mal parce que regarde l'heure qui est rendue. Donc, les auditeurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Hein? Il y en a peut-être parmi vous qui nous découvrez pour la première fois. Je vous plains presque. On a d'autres épisodes sur Agile, vous pouvez toujours les voir. Sinon, merci beaucoup, Nicolas, pour cette discussion-là. Ça a été vraiment le fun. Je suis content que tu sois déguisé en pirate. Remarque, je n'attendais pas moins de toi. Puis, nous, hein, on continue à faire nos petites affaires qui sont compatibles avec l'agilité. De temps en temps, on prend des mandats en agilité aussi, ça arrive. Puis, c'est de plus en plus rare. De plus en plus rare. Mais c'est correct. Il faut qu'on se tienne à jour quand même. Puis, je vais vous souhaiter une belle transformation parce que c'est ça la vie. Une transformation, n'est-ce pas? Oui, exact. Une évolution continue. Une évolution continue, c'est bon. Si vous avez aimé l'épisode, vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous abonner puis partager l'épisode si vous êtes un agiliste hein, puis vous voulez créer des discussions avec vos collègues. Ça se partage cette affaire-là. Puis n'hésitez pas à aller vous connecter avec Nicolas, avec nous-mêmes. On est pas méchants puis on mord personne. La plupart du temps. On se mord entre nous autres, par exemple, des fois. Fait qu'on finit avec Agile est mort, longue vie à Agile. S'il vous plaît, non merci. Merci beaucoup, Nicolas. Et merci Maurice. Merci aux auditeurs. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode qui va traiter de Kanban. Avec un expert. À la prochaine. Bye. À la bordage! À l'abordage!